Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit sur D8. Ce soir, j'ai le plaisir de vous lire ce roman de passion absolue qui est La Dame aux camélias. Dans les épisodes précédents, le narrateur a fait la connaissance d'Armand Duval, qui semble avoir été l'amant de Marguerite Gauthier, celle que l'on surnomme la Dame aux camélias. Voulant le retrouver, notre narrateur décide d'aller sur la tombe de Marguerite Gauthier au cimetière Montmartre. Avril avait reparu. Le temps était beau. Les tombes ne devaient plus avoir cet aspect douloureux et désolé que leur donne l'hiver. Enfin, il faisait déjà assez chaud pour que les vivants se souvinssent des morts et les visitassent. Je me rendis au cimetière en me disant, à la seule inspection de la tombe de Marguerite, je verrai bien si la douleur d'Armand existe encore et j'apprendrai peut-être ce qu'il est devenu. J'entrai dans la loge du gardien et je lui demandais si le 22 du mois de février, une femme nommée Marguerite Gauthier n'avait pas été enterrée au cimetière Montmartre. Cet homme feuilleta un gros livre où sont inscrits et numérotés tous ceux qui entrent dans ce dernier asile et me répondit qu'en effet, le 22 février à midi, une femme de ce nom avait été inhumée. Je le priai de me faire conduire à la tombe car il n'y avait pas moyen de se reconnaître, sans Cicerone, dans cette ville des morts qui a ses rues comme la ville des vivants. Le gardien appela un jardinier à qui il donna les indications nécessaires et qui l'interrompit en disant « Je sais, ah, la tombe est bien facile à reconnaître », continua-t-il en se tournant vers moi. « Pourquoi ?» lui dis-je. « Parce qu'elle a des fleurs bien différentes des autres. »« C'est vous qui en prenez soin ?»« Oui, monsieur, et je voudrais que tous les parents eussent soin des décédés comme le jeune homme qui m'a recommandé celle-là. » Après quelques détours, le jardinier s'arrêta et me dit « Nous y voici. » En effet, j'avais sous les yeux un carré de fleurs qu'on n'eût jamais pris pour une tombe si un marbre blanc portant un nom ne l'eût constaté. Ce marbre était posé droit, un treillage de fer limitait le terrain acheté et ce terrain était couvert de camélias blancs. « Que dites-vous ça, hein ?» me dit le jardinier. « C'est très beau. Et chaque fois qu'un camélia se fane, j'ai ordre de le renouveler. » « Mais qui vous a donné cet ordre ?»« Un jeune homme qui a bien pleuré la première fois qu'il est venu. Un ancien à la morte, sans doute, car il paraît que c'était une gaillarde, celle-là. On dit qu'elle était très jolie. Monsieur l'a-t-il connue ?»« Oui. Comme l'autre ?» me dit le jardinier avec un sourire malin. « Non, je n'y ai jamais parlé. Et vous venez la voir ici, c'est bien gentil de votre part, car ceux qui viennent voir la pauvre fille n'encombrent pas le cimetière. » Personne ne vient, non ? Personne, excepté ce jeune monsieur qui est venu une fois. Une seule fois ? Oui, monsieur. Il n'est pas revenu depuis ? Non, mais il reviendra à son retour. Il est donc en voyage ? Oui. Et vous savez où il est ? Il est, je crois, chez la sœur de mademoiselle Gauthier. Et que fait-il là ? Il va lui demander l'autorisation de faire exhumer la morte pour la faire mettre autre part. Pourquoi ne la laisserait-il pas ici? Oh, vous savez, monsieur, que pour les morts, on a des idées. Nous voyons ça tous les jours, nous autres. Hein. Ce terrain n'est acheté que pour 5 ans et ce jeune homme veut une concession à perpétuité et un terrain plus grand. Dans le quartier neuf, ce sera mieux. Mais qu'appelez-vous le quartier neuf? Les terrains nouveaux que l'on vend maintenant, à gauche. Si le cimetière avait toujours été tenu comme maintenant, il n'y en aurait pas un pareil au monde. Mais il y a encore bien à faire avant que ce soit tout à fait comme ce doit être. Et puis, les gens sont si drôles. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'il y a des gens qui sont fiers jusqu'ici. Ainsi, cette demoiselle Gauthier, il paraît qu'elle a fait un peu la vie, passez-moi l'expression. Hein. Maintenant, la pauvre demoiselle, elle est morte. Et il en reste autant que de celles dont on n'a rien à dire et que nous arrosons tous les jours. Eh bien, quand les parents des personnes qui sont enterrées à côté d'elle ont appris qui elle était, ne sont-ils pas imaginés de dire qu'ils s'opposeraient à ce qu'on la mette ici ? Et qu'il devrait y avoir des terrains à part pour ces sortes de femmes comme pour les pauvres. A-t-on jamais vu ça? Je les ai joliment relevés, moi, des gros rentiers qui ne viennent pas 4 fois l'an visiter leurs défunts, qui apportent leurs fleurs eux-mêmes, et voyant quelles fleurs, qui regardent à un entretien pour ceux qui disent pleurer, qu'ils écrivent sur leur tombe des larmes qu'ils n'ont jamais versées, et puis qui viennent faire les difficiles pour le voisinage. Ah non, vous me croirez si vous voulez, monsieur, je connaissais pas cette demoiselle, je sais pas ce qu'elle a fait, eh bien, je l'aime, cette pauvre petite, et puis j'ai soin d'elle, je lui passe les camélias au plus juste prix. C'est ma morte de prédilection.
Nous autres, monsieur, nous sommes bien forcés d'aimer les morts, hein, car nous sommes si occupés que nous n'avons presque pas le temps d'aimer autre chose. » Je regardais cet homme et quelques-uns de mes lecteurs comprendront, sans que j'aie besoin de le leur expliquer, l'émotion que j'éprouvais à l'entendre. Il s'en aperçut sans doute car il continua. « On dit qu'il y avait des gens qui se ruinaient pour cette fille-là. Eh bien, quand je pense qu'il n'y en a pas un qui vienne. Pas un qui vienne lui acheter une fleur seulement. C'est cela qui est curieux et qui est triste. Et encore, celle-ci, elle n'a pas à se plaindre, car elle a sa tombe. Et s'il n'y en a qu'un qui se souvienne d'elle, il fait les choses pour les autres. Mais nous avons ici des pauvres filles du même genre et du même âge qu'on jette dans la fosse commune. Et cela me fend le cœur quand j'entends tomber leurs pauvres corps dans la terre. Et pas un être ne s'occupe d'elles une fois qu'elles sont mortes. C'est pas toujours gai, le métier que nous faisons, surtout tant qu'il nous reste un peu de cœur. Ah, que voulez-vous, c'est plus fort que moi. J'ai une belle grande fille de 20 ans, et quand on apporte ici une morte de son âge, je pense à elle. Hein. Et que ce soit une grande dame ou une vagabonde, je peux pas m'empêcher d'être ému. Mais je vous ennuie sans doute avec mes histoires. C'est pas pour les écouter que vous voilà ici. On m'a dit que vous vous amenez à la tombe de Mademoiselle Gautier, vous y voilà. Mais je veux y être encore bon à quelque chose. Savez-vous l'adresse de Monsieur Armand Duval ? Demandai-je à cet homme. Oui, il demeure rue de... Voilà, c'est là, du moins, que je suis allé toucher le prix de toutes les fleurs que vous voyez. Ah, merci, mon ami. Je jetai un dernier regard sur cette tombe fleurie, dont malgré moi j'eusse voulu sonder les profondeurs pour voir ce que la terre avait fait de la belle créature qu'on lui avait jetée. Et je m'éloignai, tout triste. « Est-ce que monsieur veut voir monsieur Duval ?» reprit le jardinier qui marchait à côté de moi. « Oui. Ah, mais c'est que je suis bien sûr qu'il n'est pas encore de retour, sans quoi je l'aurais déjà vu ici. Ah, vous êtes donc convaincu qu'il n'a pas oublié Marguerite ? » Non seulement j'en suis convaincu, mais je parierais que son désir de la changer de tombe n'est que le désir de la revoir. Comment ça ? Premier mot qu'il m'a dit en venant au cimetière a été « Comment faire pour la voir encore ?» Ça pouvait pas avoir lieu que par le changement de tombe, alors je l'ai renseigné sur toutes les formalités à remplir pour obtenir ce changement. Car vous savez que pour transférer les morts d'un tombeau dans un autre, il faut les reconnaître. Et la famille seule peut autoriser cette opération, à laquelle doit présider un commissaire de police. C'est pour avoir cette autorisation que M. Duval est allé chez la sœur de Mademoiselle Gautier. Et sa première visite sera évidemment pour nous. Nous étions arrivés à la porte du cimetière. Je remerciai de nouveau le jardinier en lui mettant quelques pièces de monnaie dans la main. Je me rendis à l'adresse qu'il m'avait donnée. Armand n'était pas de retour. Je laissai un mot chez lui, le priant de me venir voir dès son arrivée ou de me faire dire où je pourrais le trouver. Le lendemain, au matin, je reçus une lettre de Duval, qui m'informait de son retour et me priait de passer chez lui, ajoutant qu'épuisé de fatigue, il lui était impossible de sortir. Chapitre 6. Je trouvai Armand dans son lit. En me voyant, il me tendit sa main brûlante. « Vous avez la fièvre ?» lui dis-je. « Ce sera rien. La fatigue d'un voyage rapide, voilà tout. » « Vous venez de chez la sœur de Marguerite ?»« Oui. Qui vous l'a dit ? » ?»« Je le sais. Et vous avez obtenu ce que vous vouliez ? » ?»« Oui, encore. Mais qui vous a informé du voyage et du but que j'avais en le faisant ? » ?»« Le jardinier du cimetière. » « Vous avez vu la tombe ? » C'est à peine si j'osais répondre, car le ton de cette phrase me prouvait que celui qui me l'avait dite était toujours en proie à l'émotion dont j'avais été le témoin, et que chaque fois que sa pensée ou la parole d'un autre le reporterait sur ce douloureux sujet, pendant longtemps encore, cette émotion trahirait sa volonté. Je me contentai donc de répondre par un signe de tête. « Il en a eu bien soin ?» continua Armand. 2 grosses larmes roulèrent sur les joues du malade qui détourna la tête pour me les cacher. J'eus l'air de ne pas les voir et j'essayai de changer la conversation. « Voilà 3 semaines que vous êtes parti, » lui dis-je. Armand passa la main sur ses yeux et me répondit. « 3 semaines, juste. Votre voyage a été long. »« Oh, j'ai pas toujours voyagé. J'ai été malade 15 jours.
sans quoi je fusse revenue depuis longtemps. Mais à peine arrivée là-bas, la fièvre m'a pris et j'ai été forcée de garder la chambre. Et vous êtes reparti sans être guéri? Si j'étais restée 8 jours de plus dans ce pays, j'y serais mort. Mais maintenant que vous voilà de retour, il vous faut vous soigner. Vos amis viendront vous voir, moi tout le premier, si vous le permettez. Dans 2 heures, je me lèverai. Mais quelle imprudence! Il le faut. Mais qu'avez-vous donc à faire de si pressé? Il faut que j'aille chez le commissaire de police. Mais pourquoi ne chargez-vous pas quelqu'un de cette mission qui peut vous rendre plus malade encore? C'est la seule chose qui puisse me guérir. Il faut que je la voie. Depuis que j'ai appris sa mort, et surtout depuis que j'ai vu sa tombe, je ne dors plus. Je ne peux pas me figurer que cette femme que j'ai quittée si jeune, si belle, est morte. Il faut que je m'en assure par moi-même. Il faut que je voie ce que Dieu a fait de cet être que j'ai tant aimé. Et peut-être le dégoût du spectacle remplacera-t-il le désespoir du souvenir? Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas? Si ça vous ennuie pas trop. Que vous a dit sa sœur? Oh, rien. Elle a paru fort étonnée qu'un étranger voulût acheter un terrain et faire une tombe à Marguerite. Et elle m'a signé tout de suite l'autorisation que je lui demandais. Croyez-moi. Attendez pour cette translation. Vous soyez bien guéri. Oh, je serai fort. Soyez tranquille. D'ailleurs, je deviendrais fou si j'en finissais pas au plus vite avec cette résolution, dont l'accomplissement est devenu un besoin de ma douleur. Je vous jure que je ne puis être calme que lorsque j'aurai vu Marguerite. C'est peut-être une soif de la fièvre qui me brûle, un rêve de mes insomnies, un résultat de mon délire, mais dussé-je me faire trappiste comme M. de Rancé, après avoir vu, je verrai. Je comprends cela, dis-je à Armand. Et je suis tout à vous. Avez-vous vu Julie Duprat? Oh oui, je l'ai vue le jour même de mon premier retour. Vous a-t-elle remis les papiers que Marguerite lui avait laissés pour vous? Les voici. Armand tira un rouleau de dessous son oreiller. Il les replaça immédiatement. Je sais par cœur ce que ces papiers renferment, me dit-il. Depuis 3 semaines, je les ai relus. 10 fois par jour. Vous les lirez aussi? Mais plus tard, quand je serai calme, quand je serai plus calme. Et quand je pourrai vous faire comprendre tout ce que cette confession révèle de cœur et d'amour. Pour le moment, j'ai un service à réclamer de vous. Lequel? Vous avez une voiture en bas? Oui. Eh bien, voulez-vous prendre mon passeport et aller demander à la poste restante s'il y a des lettres pour moi? Mon père et ma sœur ont dû m'écrire à Paris. Et je suis partie avec une telle précipitation que je n'ai pas pris le temps de m'en informer avant mon départ. Lorsque vous reviendrez, nous irons ensemble prévenir le commissaire de police de la cérémonie de demain. Armand me remit son passeport et je me rendis rue Jean-Jacques Rousseau. Il y avait 2 lettres pour Armand. Je les pris et je revins. Quand je reparus, il était tout habillé et prêt à sortir. « Merci », me dit-il en prenant ses lettres. « Oui », ajouta-t-il après avoir regardé les adresses. « Oui, c'est de mon père et de ma sœur. Ils ont dû rien comprendre à mon silence. » Il ouvrit les lettres et les devina, plutôt qu'il ne les lut. Elles étaient de 4 pages chacune. Et au bout d'un instant, il les avait repliées. « Partons », me dit-il. « Je répondrai demain. » Nous allâmes chez le commissaire de police, à qui Armand remit la procuration de la sœur de Marguerite. Le commissaire lui donna en échange une lettre d'avis pour que le gardien du cimetière. Il fut convenu que la translation aurait lieu le lendemain à 10 heures du matin, que je viendrais le prendre 1 heure auparavant, et que nous rendrions ensemble au cimetière. Moi aussi, j'étais curieux d'assister à ce spectacle, et j'avoue que la nuit, je ne dormis pas. À en juger par les pensées qui m'assaillirent, ce dut être une longue nuit pour Armand. Quand le lendemain, à 9 heures, j'entrai chez lui, il était horriblement pâle. Mais il paraissait calme. Il me sourit et me tendit la main. Ses bougies étaient brûlées jusqu'au bout, et avant de sortir, Armand prit une lettre fort épaisse, adressée à son père et confidente sans doute de ses impressions de la nuit.
Une demi-heure après, nous arrivions à Montmartre. Le commissaire nous attendait déjà. On s'achemina lentement dans la direction de la tombe de Marguerite. Le commissaire marchait le premier, Armand et moi, nous le suivions à quelques pas. De temps en temps, je sentais tressaillir convulsivement le bras de mon compagnon, comme si des frissons l'eussent parcouru tout à coup. Alors je le regardais. Il comprenait mon regard et me souriait. Mais depuis que nous étions sortis de chez lui, nous n'avions pas échangé une parole. Un peu avant la tombe, Armand s'arrêta pour essuyer son visage, qui inondait de grosses gouttes de sueur. Je profitais de cette halte pour respirer, car moi-même, j'avais le cœur comprimé dans un étau. D'où vient le douloureux plaisir qu'on prend à ces sortes de spectacles? Quand nous arrivâmes à la tombe, le jardinier avait retiré tous les pots de fleurs, le treillage de fer était enlevé, et 2 hommes piochaient la terre. Armand s'appuya contre un arbre et regarda. Toute sa vie semblait être passée dans ses yeux. Tout à coup, une des 2 pioches grinça contre une pierre. À ce bruit, Armand recula comme à une commotion électrique et me serra la main avec une telle force qu'il me fit mal. Un fossoyeur prit une large pelle et vida peu à peu la fosse. Puis quand il n'y eut plus que les pierres dont on couvre la bière, il les jeta dehors, une à une. J'observais Armand, car je craignais à chaque minute que ces sensations qu'il concentrait visiblement ne les brisassent. Mais il regardait toujours, les yeux fixes et ouverts, comme dans la folie, et un léger tremblement des joues et des lèvres prouvait seul qu'il était en proie à une violente crise nerveuse. Quant à moi, je ne puis dire qu'une chose, c'est que je regrettais d'être venu. Quand la bière fut tout à fait découverte, le commissaire dit au fossoyeur : « Ouvrez. » Ces hommes obéirent, comme si c'eût été la chose du monde la plus simple. La bière était en chêne, et ils se mirent à dévisser la paroi supérieure qui faisait couvercle. L'humidité de la terre avait rouillé les vis, et ce ne fut pas sans effort que la bière s'ouvrit. Une odeur infecte s'en exhala, malgré les plantes aromatiques dont elle était semée. « Oh, mon Dieu !» murmura Armand, et il pâlit encore. Les fossoyeurs eux-mêmes se reculèrent. Un grand linceul blanc couvrait le cadavre dont il dessinait quelques sinuosités. Ce linceul était presque complètement mangé à l'un des bouts et laissait passer un pied de la morte. J'étais bien près de me trouver mal, et à l'heure où j'écris ces lignes, le souvenir de cette scène m'apparaît encore dans son imposante réalité. « Hâtons-nous, » dit le commissaire. Alors un des 2 hommes étendit la main, se mit à découdre le linceul, et le prenant par le bout, découvrit brusquement le visage de Marguerite Gauthier. C'était terrible à voir, c'est horrible à raconter. Les yeux ne faisaient plus que 2 trous, les lèvres avaient disparu et les dents blanches étaient serrées les unes contre les autres. Les longs cheveux noirs et secs étaient collés sur les tempes et voilaient un peu les cavités vertes des joues. Et cependant, je reconnaissais dans ce visage le visage blanc, rose et joyeux que j'avais vu si souvent. Armand, sans pouvoir détourner son regard de cette figure, avait porté son mouchoir à sa bouche et le mordait. Pour moi, il me sembla qu'un cercle de fer m'étreignait la tête. Un voile couvrit mes yeux, des bourdonnements m'emplirent les oreilles. Et tout ce que je pus faire fut d'ouvrir un flacon que j'avais apporté à tout hasard et de respirer fortement les sels qu'il renfermait. Au milieu de cet éblouissement, j'entendis le commissaire dire à M. Duval : « Reconnaissez-vous ? » ?»« Oui, » répondit sourdement le jeune homme. « Alors fermez et emportez, » dit le commissaire. Les fossoyeurs rejetèrent le linceul sur le visage de la morte, fermèrent la bière, la prirent chacun par un bout et se dirigèrent vers l'endroit qui leur avait été désigné. Armand ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés à cette fosse vide. Il était pâle, comme le cadavre que nous venions de voir. On l'eût dit pétrifié.
Je compris ce qui allait arriver lorsque la douleur diminuerait par l'absence du spectacle et par conséquent ne le soutiendrait plus. Je m'approchai du commissaire. La présence de monsieur, lui dis-je en montrant Armand, est-elle nécessaire encore? Non, me dit-il, et même je vous conseille de l'emmener, car il paraît malade. Venez, dis-je alors à Armand en lui prenant le bras. Quoi? Fit-il en me regardant comme s'il ne m'eût pas reconnu. C'est fini, ajoutai-je. Il vous faut vous en aller. Mon ami, vous êtes pâle. Vous avez froid, vous vous tuerez avec ces émotions-là. Vous avez raison. Allons-nous-en, répondit-il machinalement, mais sans faire un pas. Alors je le saisis par le bras et je l'entraînai. Il se laissait conduire, comme un enfant, murmurant seulement de temps à autre « Avez-vous vu les yeux ?» Et il se retournait comme si cette vision l'eût rappelé. Cependant sa marche devint saccadée. Il semblait ne plus avancer que par secousses. Ses dents claquaient, ses mains étaient froides. Une violente agitation nerveuse s'emparait de toute sa personne. Je lui parlais, il ne me répondit pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se laisser conduire. À la porte, nous retrouvâmes une voiture. Il était temps. À peine y eut-il pris place que le frisson augmenta et qu'il eut une véritable attaque de nerfs, au milieu de laquelle la crainte de m'effrayer lui faisait murmurer en me pressant la main. « Ce n'est rien, c'est rien. Je voudrais pleurer. » Et j'entendais sa poitrine se gonfler et le sang se porter à ses yeux, mais les larmes n'y venaient pas. Je lui fis respirer le flacon qui m'avait servi. Et quand nous arrivâmes chez lui, le frisson seul se manifestait encore. Avec l'aide du domestique, je le couchai. Je fis allumer un grand feu dans sa chambre et je courus chercher mon médecin, à qui je racontai ce qui venait de se passer. Il accourut. Armand était pourpre, il avait le délire et bégayait des mots sans suite, à travers lesquels le seul nom de Marguerite se faisait entendre distinctement. « Eh bien, dis-je au docteur, quand il lui examinait le malade, « eh bien, il a une fièvre cérébrale, ni plus ni moins. C'est bien heureux, car je crois, Dieu me pardonne, qu'il serait devenu fou. Heureusement, la maladie physique tuera la maladie morale, et dans un mois, il sera sauvé de l'une et de l'autre, peut-être. » Chapitre 7. Les maladies comme celle dont Armand avait été atteint ont cela d'agréable qu'elles tuent sur le coup, ou se laissent vaincre très vite. 15 jours après les événements que je viens de raconter, Armand était en pleine convalescence et nous étions liés d'une étroite amitié. À peine si j'avais quitté sa chambre tout le temps qu'avait duré sa maladie. Le printemps avait semé à profusion ses fleurs, ses feuilles, ses oiseaux, ses chansons. La fenêtre de mon ami s'ouvrait gaiement sur son jardin, dont les saines exhalaisons montaient jusqu'à lui. Le médecin avait permis qu'il se levât, et nous restions souvent à causer, assis auprès de la fenêtre ouverte, à l'heure où le soleil est le plus chaud, de midi à 2 heures. Je me gardais bien de l'entretenir de Marguerite, craignant toujours que ce nom ne réveillât un triste souvenir endormi sous le calme apparent du malade. Mais Armand, au contraire, semblait prendre plaisir à parler d'elle, non plus comme autrefois, avec des larmes dans les yeux, mais avec un doux sourire qui me rassurait sur l'état de son âme. J'avais remarqué que depuis sa dernière visite au cimetière, depuis le spectacle qui avait déterminé en lui cette crise violente, la mesure de la douleur morale semblait avoir été comblée par la maladie, et que la mort de Marguerite ne lui apparaissait plus sous l'aspect du passé. Une sorte de consolation était résultée de la certitude acquise, et pour chasser l'image sombre qui se représentait souvent à lui, il s'enfonçait dans les souvenirs heureux de sa liaison avec Marguerite, et ne semblait plus vouloir accepter que cela. Le corps était trop épuisé par l'atteinte et même par la guérison de la fièvre pour permettre à l'esprit une émotion violente, et la joie printanière et universelle dont Armand était entouré reportait malgré lui sa pensée aux images riantes. Il s'était toujours obstinément refusé à informer sa famille du danger qu'il courait. Et lorsqu'il avait été sauvé, son père ignorait encore sa maladie. Un soir, nous étions restés à la fenêtre plus tard que de coutume. Le temps avait été magnifique, et le soleil s'endormait dans un crépuscule éclatant d'azur et d'or. Quoique nous fussions dans Paris, la verdure qui nous entourait semblait nous isoler du monde.
et à peine si de temps en temps le bruit d'une voiture troublait notre conversation. C'est à peu près à cette époque de l'année, et le soir d'un jour comme celui-ci, que je connus Marguerite, me dit-il, écoutant ses propres pensées et non ce que je lui disais. Je ne répondis rien. Alors il se retourna vers moi et me dit « Il faut pourtant que je vous raconte cette histoire. Vous en ferez un livre auquel on ne croira pas, mais qui sera peut-être intéressant à faire. Vous me conterez cela plus tard, mon ami, lui dis-je. Vous n'êtes pas encore assez bien rétabli. La soirée est chaude. J'ai mangé mon blanc de poulet, me dit-il en souriant. Je n'ai pas de fièvre, nous n'avons rien à craindre, je vais tout vous dire. Puisque vous le voulez absolument, j'écoute. C'est une bien simple histoire, ajouta-t-il alors, et que je vous raconterai en suivant l'ordre des événements. Si vous en faites quelque chose plus tard, libre à vous de la conter autrement. Voici ce qu'il me raconta. Et c'est à peine si j'ai changé quelques mots à ce touchant récit. Oui, reprit Armand en laissant retomber sa tête sur le dos de son fauteuil. Oui, c'était par une soirée comme celle-ci. J'avais passé ma journée à la campagne avec un de mes amis, Gaston R. Le soir, nous étions revenus à Paris et, ne sachant que faire, nous étions entrés au théâtre des Variétés. Pendant un entracte, nous sortîmes et dans le corridor, nous vîmes passer une grande femme que mon ami salua. « Qui saluez-vous donc là ?» lui demandai-je. « Marguerite Gauthier. » Et il me semble qu'elle est bien changée, car je ne l'ai pas reconnue, dis-je avec une émotion que vous comprendrez tout à l'heure. Elle a été malade, la pauvre fille, n'ira pas loin. Je me rappelle ces paroles comme si elles m'avaient été dites hier. Il faut que vous sachiez, mon ami, que depuis 2 ans, la vue de cette fille, lorsque je la rencontrais, me causait une impression étrange. Sans que je susse pourquoi, je devenais pâle et mon cœur battait violemment. J'ai un de mes amis qui s'occupe de sciences occultes et qui appellerait ce que j'éprouvais l'affinité des fluides. Moi, je crois tout simplement que j'étais destiné à devenir amoureux de Marguerite et que je le pressentais. Toujours est-il qu'elle me causait une impression réelle, que plusieurs de mes amis en avaient été témoins et qu'ils avaient beaucoup ri en reconnaissant de qui cette impression me venait. La première fois que je l'avais vue, c'était place de la Bourse, à la porte de Sus. Une calèche découverte y stationnait et une femme vêtue de blanc en était descendue. Un murmure d'admiration avait accueilli son entrée dans le magasin. Quant à moi, je restais clouée à ma place depuis le moment où elle entra jusqu'au moment où elle sortit. À travers la vitre, je la regardais choisir dans la boutique ce qu'elle venait y acheter. J'aurais pu entrer, mais je n'osais. Je savais qu'elle était cette femme et je craignais qu'elle ne devinât la cause de mon entrée dans le magasin et ne s'en offusquât. Cependant, je ne me croyais pas appelée à la revoir. Elle était élégamment vêtue, elle portait une robe de mousseline, tout entourée de volants, un châle de l'Inde, carré au coin brodé d'or et de fleurs de soie, un chapeau de paille d'Italie et un unique bracelet, grosse chaîne d'or, dont la mode commençait à cette époque. Elle remonta dans sa calèche et partit. Un des garçons du magasin resta sur la porte, suivant des yeux la voiture de l'élégante acheteuse. Je m'approchai de lui et le priai de me dire le nom de cette femme. « C'est mademoiselle Marguerite Gauthier », me répondit-il. Marguerite Gauthier, un nom qui continuera à hanter les nuits et les jours de ce touchant personnage qu'est Armand Duval. J'espère qu'elle hantera votre nuit de façon positive et que vous ferez de très beaux rêves en attendant notre prochain épisode. Voyage au bout de la nuit, sur D8.